Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter ensemble ce qu'est un nom de domaine et un hébergement. Tout le monde sur cette chaîne n'a pas le même niveau et ne connaît pas forcément l'obligation d'avoir un nom de domaine pour créer un site internet en ligne et pourquoi aussi un hébergement est forcément nécessaire. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour recevoir toutes mes prochaines vidéos et à liker cette vidéo si la vidéo vous a plu. On se retrouve tout de suite sur ma petite présentation et on commence par qu'est-ce qu'un nom de domaine. Un nom de domaine, aussi appelé une adresse internet, est l'équivalent de votre adresse postale sur internet. C'est la manière dont vos contacts, vos clients et de façon générale tous les utilisateurs du web vont trouver votre site internet sur le web. Un nom de domaine est donc indispensable lors de la création d'un site web. Cette définition nous provient de l'AFNIC. Donc l'AFNIC, c'est l'association à but non lucratif et gestionnaire historique du .fr. Lorsque vous achetez un .fr, quel que soit l'organisme d'hébergement qui va vous fournir ce .fr, il sera derrière géré en réalité par l'AFNIC. Et pour que vous compreniez un peu mieux ce qu'est finalement un nom de domaine, comment ça fonctionne réellement, je vais décortiquer ça avec vous et je vais prendre dans un premier temps l'exemple de Google. Donc Google, tout le monde connaît google.fr, google.com, eh bien sachez que à la base, quand vous tapez google.fr ou google.com, ça va tout simplement appeler une adresse IP. Donc c'est la fameuse adresse postale que Google a sur Internet. Donc son adresse postale, IP en l'occurrence, sera 216.58.206.227. Si vous tapez ça dans votre barre d'URL sur votre navigateur, eh bien vous tomberez sur google.com ou .fr bien sûr, vous tomberez en fait sur google.com qui sera en français. Si on devait faire une analogie finalement de ce qu'est une adresse postale et un nom de domaine, eh bien sachez que votre adresse postale, disons que vous habitez 1 rue de Paris, 75 001, voilà, ça va vous donner une longitude et une latitude. Et forcément, on ne peut pas dire à ses amis, viens à longitude tant, latitude tant. Donc, on donne une adresse postale. Et bien, c'est exactement pareil pour un site internet. On ne va pas dire à ses clients, vous voulez consulter Google, eh bien tapez 216.58, c'est indigeste, donc pour ça on a les noms de domaine qui viennent finalement faire cette petite interface entre l'utilisateur final, donc nous, les gens qui utilisent Google en l'occurrence, et les sites internet de façon générale, et les machines qui elles vont comprendre quand Google sera tapé, ah ok, c'est comme un annuaire finalement, ah ok, google.fr, dans l'annuaire ça représente, ça correspond plutôt à 216.58.206.227, et bien quand quelqu'un tapera ça, je l'emmènerai sur cette adresse IP. Et voyons maintenant comment on peut décortiquer finalement une adresse URL, donc un URL de site internet. Donc voilà, ici je vous ai fait la représentation d'un nom de domaine et je suis allé un peu plus loin en vous donnant des noms qui sont des fois utilisés, qui sont un petit peu entre guillemets on peut dire des abus de langage parce que tout simplement on n'aura pas tous la même terminologie alors qu'en fait on parle de la même chose. Donc dans cette adresse ici, https://www.google.fr, vous avez quatre choses à dissocier. Premièrement, on a le protocole utilisé. Certains l'appellent le protocole, c'est le terme en réalité le bon terme, et d'autres l'appelleront le préfixe. Et donc ça correspond à HTTPS. En l'occurrence, peut-être que votre site ou les sites que vous consultez ne sont pas forcément sécurisés pour le moment, et donc vous aurez une petite notice sur la plupart des navigateurs en étant non sécurisés, parce qu'ils utilisent le protocole HTTP au lieu du protocole HTTPS qui signifie le S, hein, secure. Ensuite, on a une partie qui est souvent mal comprise. On ne sait pas qu'en fait, le nom de domaine en réalité ici correspond à google.fr. Ça, c'est le nom de domaine. Le www, c'est un sous-domaine. Donc certains vont l'appeler le préfixe. C'est pour ça que je vous ai mis ici les différents noms en fait utilisés, les différentes terminologies. Mais le bon nom pour le 3W, c'est sous-domaine ou préfixe de nom de domaine. Le protocole, c'est totalement différent. Certains l'appelleront préfixe, mais ça, c'est une erreur. C'est vraiment le protocole. Ensuite, on a le sous-domaine, donc on n'est pas obligé d'avoir un sous-domaine. Par exemple, sur le site de formation que vous connaissez, donc le mien, la référence wp.fr, eh bien il n'y a pas de sous-domaine. J'ai fait le choix de tout simplement afficher mon URL sans sous-domaine parce que je trouve ça pas très beau, en fait, pas très esthétique. Ensuite, dans la structure du nom de domaine, on a maintenant l'étape du nom. Donc ici, en l'occurrence, le nom c'est Google. Et on a l'extension. Donc c'est le nom que ça porte, ça s'appelle une extension. Que ce soit .fr, .com, .shop, etc., etc. Ce sont des extensions. Donc quand on vous demandera quel est votre nom de domaine, mon nom de domaine est google.fr, toto.com, etc. Ça, c'est un nom de domaine. Et quel est le nom? C'est Toto. Et quelle est l'extension? C'est en l'occurrence .com. Maintenant, vous devriez avoir compris ce qu'est un nom de domaine. Je vais vous expliquer ce qu'est un hébergement.
Alors l'hébergement, voilà comment j'en fais la représentation pour que ce soit le plus vulgarisé possible. Donc ici, je représente un hébergement web. En gros, votre hébergement, c'est une boîte. Ça veut dire que vous avez été chez des hébergeurs et ils vous ont mis à disposition une boîte dans laquelle vous allez mettre tous les fichiers de votre site internet. C'est ce que tend à représenter ici mon image. Donc dans cette boîte, il va y avoir tous les fichiers de votre site internet. Il va y avoir voilà, votre page d'accueil, votre page contact, etc., etc. Tous les fichiers constitutifs de votre site internet. Si vous avez WordPress, il va y avoir tous les fichiers nécessaires au bon fonctionnement de WordPress, etc. Maintenant, je vais vous présenter les différents types d'hébergement parce qu'on n'a pas forcément les mêmes types d'hébergement chez tous les hébergeurs. Donc en gros, on distingue deux grandes familles d'hébergement. Bien évidemment, il y a d'autres types d'hébergement, mais pour vraiment simplifier cette vidéo, et surtout que je pense que la plupart des gens qui consultent cette chaîne n'auront pas besoin de connaître les autres types vraiment en fait, parce que c'est des besoins très très spécifiques. Donc ici, je vais vous présenter les deux grands types d'hébergement. Il y a l'hébergement mutualisé et il y a l'hébergement dédié. En gros, pour vraiment dégrossir la chose, l'hébergement mutualisé, c'est une grande boîte. Donc là, en l'occurrence, c'est le carré gris que vous pouvez voir ici à l'écran. Donc là, je vais le survoler avec ma souris. Donc voilà, c'est ça. Et l'hébergement mutualisé, c'est tout simplement une grande boîte dans laquelle vont se trouver plein de petites boîtes. Cette grande boîte va s'appeler le serveur finalement, et donc dans ce serveur va se trouver plein de petites boîtes comme ça qui vont contenir le site de Pierre, de Paul, de Jacques, etc. Donc c'est là où va se trouver votre site internet. Et ensuite on a à côté de ça l'hébergement dédié. Là c'est tout de suite beaucoup plus cher en termes de tarifs, parce que dans l'hébergement mutualisé, forcément on a acheté un serveur où on a fait plein de petits paquets, donc ça coûte bien moins cher, on a mutualisé les coûts en fonction du nombre de personnes qu'on souhaitait mettre à l'intérieur de ce serveur. Et dans le serveur dédié, et bien là par contre on a acheté un serveur et on a dit il appartient à Toto. Et donc Toto il va payer forcément beaucoup plus cher pour disposer de tout cet espace qui lui est vraiment entièrement dédié ici en l'occurrence. Et maintenant prenons le cas de l'hébergement mutualisé. C'est généralement ce qui va être utilisé dans la majorité des cas. C'est ce que j'utilise personnellement pour mon site d'agence de communication, pour mon site la référence WP, bien que c'est un tout petit peu différent, peut-être que je ferai une parenthèse dessus après. Donc voilà, c'est ce que vont généralement utiliser tous les utilisateurs du web qui sont un peu, on va dire, disons, des petites entreprises, des indépendants, etc. On n'a pas forcément besoin d'avoir des hébergements dédiés, comme ce serait le cas par exemple pour le site de la FNAC, etc. etc. Donc pour l'hébergement mutualisé, comme je l'expliquais tout à l'heure, on va avoir chez l'hébergeur en question plusieurs serveurs. Donc ici il y a le serveur 1 qui contient, dans mon exemple ici, 4 hébergés, donc 4 sites internet, et donc forcément 4 boîtes. Et vous êtes ici, donc j'ai mis un petit point rouge pour dire voilà, votre boîte c'est celle-ci, vous êtes sur le serveur numéro 1, et vous partagez ça avec 3 autres personnes. Alors, les principaux avantages des hébergements mutualisés, c'est dans un premier temps leur coût, c'est très très peu cher finalement, ça oscille entre 50 et 100 euros par an, donc voilà, c'est à peu près entre 3 et 6-7 euros par mois, je crois que c'est du hors taxe ou du TTC, donc c'est vraiment peu cher pour avoir un site internet qui va tourner correctement. Par contre, l'un des gros points faibles finalement des hébergeurs mutualisés, et il y a d'ailleurs des hébergements bien spécifiques que je vais vous détailler juste après, le problème d'un hébergement mutualisé, c'est qu'en fait en étant dans cette même grosse boîte, donc dans ce serveur 1 par exemple ici, si le mec de ma gauche a son site qui est infecté par un virus, et bien généralement ce virus va réussir à se déployer sur le serveur et à attaquer les autres boîtes. La plupart des grands hébergeurs ont des systèmes justement pour détecter ce genre d'attaque et essayer de les bloquer, mais ça arrive que ça passe, et malheureusement qu'on soit un peu tributaire des gens avec nous hébergés sur l'hébergement. Et on ne les connaît pas, donc on ne peut pas finalement prendre ce risque. De mon point de vue, c'est un risque un peu trop grand, c'est pour ça qu'il y a certains hébergeurs à privilégier et d'autres à fuir en fait. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est un hébergeur web. Donc là, on a vu le nom de domaine, on a vu l'hébergement, mais finalement, qui gère tout ça? Qu'est-ce qu'un hébergeur web? Qui sont-ils? Donc la définition très classique qu'on peut trouver sur Wikipédia, c'est qu'un hébergeur web, c'est une entité ayant pour vocation à mettre à disposition des internautes des sites web conçus et gérés par des tiers. Donc en l'occurrence, l'entité, ça va être l'hébergeur, et sa vocation, c'est de mettre à disposition des internautes, donc vos clients potentiellement, des sites web conçus et gérés par des tiers. Les tiers, forcément, c'est vous et tous les autres professionnels qui auront créé des sites chez ces hébergeurs-là. Prenons maintenant l'exemple d'hébergeurs web. Ici, j'ai pris les plus gros et je les ai un peu
Je les ai un peu dissociés en fait les uns des autres et je vais vous l'expliquer ici. En gros, on a le leader européen aujourd'hui qui est OVH. OVH c'est le leader, il propose des hébergements mutualisés ainsi que des hébergements dédiés avec différentes offres, différents packs, etc. Ensuite, on a One and One qui récemment s'est nommé Yonos aussi, donc c'est One and One Yonos, qui aussi est un mastodonte du marché de l'hébergement. OVH et Yonos sont très peu chers en termes de tarifs, sauf que personnellement je leur préfère largement O2Switch, qui est aussi un hébergeur mutualisé, mais un peu spécifique. C'est qu'en fait, O2Switch vous garantit d'avoir des conteneurs pour chacun. Ce qui veut dire que tout à l'heure, dans mon exemple de grande boîte du serveur 1, eh bien finalement imaginez un quadrillage qui séparerait la boîte où vous êtes de la boîte de Toto, de Pierre, de Paul, de Jacques, etc. Et l'intérêt de ça, c'est que si un virus se propage dans votre boîte, eh bien il restera dans votre conteneur finalement, parce que vous en êtes le seul propriétaire, vous êtes un peu isolé du reste des autres hébergés. Et en termes de tarifs, O2Switch se positionne vraiment très bas, et c'est ce que j'aime bien chez eux, ils ont une offre unique en fait, donc il n'y a pas de différents packs, et donc vous payez 5 euros hors taxe par mois, donc ce qui représente 72 euros TTC à l'année, mais sachez que j'ai un code promo que je mettrai en description si vous voulez gagner 10% sur votre abonnement chez O2Switch, et qu'avec cet investissement, donc on va compter le code promo ici, de, bon, disons 72 euros TTC, ou avec le code promo de 64 euros à peu près, et des centimes, eh bien vous pouvez héberger des sites internet de façon illimitée. Donc c'est hyper intéressant. Personnellement, moi, je suis hébergé chez O2Switch pour mon agence web. Eh bien, j'ai le site de mon agence, mais j'ai aussi d'autres sites. J'ai un site e-commerce qui tourne dessus. J'ai d'autres projets, des petits sites de démonstration que je développe pour des clients, etc., etc. Et tout ça sans limitation, parce que j'ai les bases de données de façon illimitée chez eux, et j'ai aussi un espace de disque, donc la fameuse boîte finalement, elle a une taille qui est ultra variable chez eux, et donc je peux mettre ce que je veux dans cette fameuse boîte. Alors que chez OVH, vous avez une boîte d'une certaine taille, et vous ne pouvez pas dépasser la taille de votre boîte, sauf si bien sûr vous changez de plan, et vous prenez un plan plus cher. Et tout de suite ça va devenir bien plus cher que chez O2Switch. C'est sans parler bien évidemment du service client. Personnellement, je suis partenaire aussi OVH et j'ai eu de sacrées expériences avec leur support technique. Donc aujourd'hui, malheureusement, je ne les recommande plus, sauf pour les gens à très petit budget qui vraiment ont un projet très spécifique. Mais sinon, si vous avez 20 euros de plus dans votre budget, eh bien sincèrement, je vous recommanderais toujours O2Switch, qui est bien plus flexible et avec un support technique juste au top, qui répond même le dimanche par email et sinon qui répond aussi au téléphone. Donc ça, c'était un peu les hébergeurs classiques, donc les hébergeurs mutualisés classiques et connus. Et maintenant, on va parler de deux hébergeurs un peu spécifiques. Alors il y en a d'autres, hein, bien sûr, sur la place. Ici, j'en ai sélectionné deux parce que j'ai des expériences chez les deux. Je suis aussi partenaire avec Kinsta et O2Switch et aussi avec Flywheel en fait. Parce que Flywheel, je suis client chez eux pour mon site La Référence WP. Donc je pourrais vous en parler. C'est en fait tout simplement un hébergeur mutualisé, un peu sur le même principe qu'O2Switch avec vos propres conteneurs, c'est-à-dire que vous êtes isolé aussi. Mais en plus d'être un hébergement mutualisé avec un conteneur, vous payez pour un service plus parce que derrière ils ont recruté des experts WordPress qui sont là pour solutionner tous vos problèmes. Alors l'ironie un peu de tout ça pour parler uniquement de Flywheel ici, c'est que personnellement tous les problèmes que j'ai pu rencontrer sur mon site WordPress, donc la référence WP, provenaient finalement de leur configuration serveur. Donc c'est un petit peu dommage, bon voilà, c'est un très bon service mais quand même très onéreux. Personnellement, je leur préfère largement un ou deux Switch que Flywheel parce que malheureusement j'ai pas été ultra satisfait de mon expérience chez eux. Et à côté on a Kinsta. Kinsta pareil il se positionne dans un prix quand même assez haut, donc c'est 30 euros par mois au minimum, là où O2Switch se positionnait à 6 euros TTC par mois, sans compter la promotion bien sûr. Mais à côté de ça, vous avez quand même un très bon service. Donc personnellement, je suis encore en train de faire des tests sur Kinsta. Vous allez voir d'autres vidéos sur la chaîne et je ferai une vidéo aussi pourquoi choisir Kinsta et une autre pourquoi choisir O2Switch parce que ça va vachement finalement dépendre de votre besoin, de votre budget. Mais surtout de votre besoin et surtout de votre temps parce que ça va définir finalement quel choix vous allez faire. Et maintenant, et pour finir cette petite vidéo, je vais vous montrer le rôle de l'hébergeur dans tout ça, de l'hébergement, etc. avec un petit design que j'ai trouvé sur internet. Donc ici, vous avez une illustration du rôle de l'hébergeur et de l'hébergement web. Donc c'est en anglais, mais je vais vous le faire en français. À gauche, website file, et bien tout simplement, ça représente votre fameuse boîte qui contient les fichiers de votre site internet. Ensuite, on a web host serveur. Donc ici, c'est tout simplement un O2Switch, un Kinsta, un OVH ou autre. Donc là, c'est votre hébergeur finalement.
Ensuite, on a le fameux annuaire dont on parlait tout à l'heure, parce que Internet finalement n'est qu'un grand annuaire, et on a le visiteur. Le visiteur va taper soit votre site directement, donc la référence wp.fr par exemple, et Internet va dire OK, dans mon annuaire, la référence WP représente telle adresse IP avec tel nom de domaine, et cela correspond aussi à tel espace d'hébergement chez l'hébergeur. Et donc il va suivre tout ce chemin-là. L'hébergeur va dire OK, vous demandez telle personne est dans telle boîte, tel serveur et telle boîte. Et donc votre site va s'afficher chez votre visiteur. Alors tout ça bien sûr ça paraît long, mais en réalité c'est instantané. Et sinon, la personne aussi, le visiteur, peut aussi faire une requête sur Google. Donc en l'occurrence, il va se passer deux choses. Le visiteur va taper google.fr. Donc après, il y aura l'annuaire, encore une fois, qui va chercher google.fr, OK. On lui affiche. Et une fois là-bas, il va taper donc sa requête. Donc par exemple, formation WordPress. Et ensuite, Google va lui afficher tous les résultats de recherche comme un annuaire. Et il va cliquer et le chemin reprendra donc au niveau de l'hébergeur web et qui va lui nous montrer le contenu de la fameuse boîte de son hébergé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et fait mieux comprendre ce qu'était un nom de domaine, un hébergement et un hébergeur. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications pour être prévenu lors de la sortie de prochaines vidéos et potentiellement bientôt de live aussi. Pour ceux qui ne sont pas déjà inscrits à ma formation gratuite, je vous invite à vous rendre sur laréférencewp.fr ou sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Vous pourrez bénéficier d'un accès gratuit à ma formation WordPress, créer un site professionnel en 2 heures. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs commencé une nouvelle série de vidéos sur mon groupe Facebook. Donc le groupe c'est la référence WP Entreprendre avec WordPress et la série de vidéos s'appelle SOS. En gros, une personne me pose une problématique. Voilà Nasser, je n'arrive pas à faire telle ou telle action sur mon site internet. Si la problématique est suffisamment courante et répandue, j'en ferai une vidéo pour montrer sa solution et pouvoir profiter à l'ensemble du groupe Facebook. Merci encore de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.